Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai pris l'avion pour venir vous voir. C'était ma première fois chez vous. Et en fait, j'en ai profité. Je me suis dit, allons. J'avais fait un talk il y a quelques temps où j'avais utilisé une analogie pour expliquer la différence entre un content designer ou un UX writer, ça dépend comment vous l'appelez dans votre entreprise, et un copywriter. Donc je me suis dit, je vais peut-être finir l'exercice. Et en fait, j'ai repris mon analogie. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous raconter pendant les prochaines 30 minutes. Après, je vais faire attention, comme je parle très vite. N'hésitez pas à me faire signe si j'y vais un peu trop vite. J'essaierai de ralentir. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, on va faire un petit voyage ensemble. Je vais aussi tester la baguette magique pour voir si ça marche. Mais on va faire un petit voyage ensemble. Et donc, j'utilise une analogie. Je n'ai pas utilisé les pattes comme un talk précédent. J'ai utilisé le métro pour essayer de vous expliquer ce que je fais et peut-être essayer d'ajouter de nouvelles notions à la connaissance que peut-être vous avez sur mon métier. Donc, je m'appelle donc Gladys Yandoki, ça, je crois que vous savez, et donc je suis content designer. Aujourd'hui, je travaille pour la DINUM, c'est l'État français, et je travaille sur un projet pour le ministère de l'Intérieur. Et je travaille aussi pour le journal Le Monde, sur un projet jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, en gros, les projets sur lesquels je suis. Et c'était intéressant d'entendre les prises de parole juste avant, puisque je suis aussi experte inclusion et accessibilité. Et j'ai bien aimé Martin, j'ai oublié son nom de famille, mais merci, vous le connaissez mieux que moi, donc merci. Puisque finalement, il a fait une sorte d'introduction en parlant content stratégie, puisqu'il vous a parlé que contenu. En tout cas, il était plus dans mon univers que peut-être dans le vôtre. En tout cas, moi, je me suis sentie clairement comme un poisson dans l'eau, parce qu'on a parlé contenu, et que de ma perspective, en tout cas, le contenu, c'est l'expérience, puisque c'est le contenu qui va vous permettre à vos usagers, aux personnes qui utilisent vos services, de trouver les réponses à leurs problèmes, puisque ce qui se passe tout le temps, c'est qu'on vient régler des problèmes, on ne vient pas tester des interfaces, sauf quand on est professionnel comme nous, parce que nous, on le fait pour aller chercher peut-être parfois de l'inspiration. Voilà. Avant de commencer, justement, j'allais vous poser la question. Qui connaît le terme déjà content design ou UX writing? Okay. L'essentiel. Ok, quasiment tout le monde. Maintenant, deuxième question. Qui sait ce qu'on fait concrètement? Donc peut-être un peu moins de personnes. Ok, un peu moins de personnes. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait. Je vais essayer de vous expliquer, donc avec un exemple, je vous l'ai déjà dit, ce sera le métro. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça, peut-être que vous avez vu ces deux slides, ce sera les seuls que vous aurez déjà vus. Je vais... Hop. En fait, la différence, je vais vous expliquer plutôt la différence entre un copywriter ou un rédacteur web et un content designer ou un UX writer. J'utiliserai le terme content design parce que c'est celui que j'utilise moi au quotidien, mais peut-être que voilà, ça dépendra des entreprises. En tout cas, si on est dans le métro et vous rentrez chez vous, vous allez au travail, vous allez voir des amis, vous allez voir des panneaux et sur ces panneaux, vous allez avoir de la pub. La pub, ce n'est pas moi. Il m'est déjà arrivé, on m'a déjà demandé « Est-ce que tu peux nous faire des slogans, des blagues, etc. » Ce n'est pas mon travail. C'est le travail d'autres personnes. En tout cas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, mais ils le feront largement mieux que moi. Moi, mon travail, c'est ça. En gros, si vous êtes dans le métro, mon travail, ça va être de vous aider à aller d'un point A à un point B ou à Z, enfin voilà, en tout cas de vous emmener là où vous voulez aller, de vous donner les bonnes instructions. On en reparlera, et ce ne sera pas des exemples de Paris, mais voilà, quand il y a eu le Covid, on donnait des indications sur les heures de pointe, quels sont les meilleurs moments pour avancer. Pareil, en fait, on va gérer les stress cases, on reverra celui-là, et j'ai bien aimé celui de votre métro, donc on va un peu comparer d'ailleurs les approches entre le vôtre et le nôtre, mais on va gérer en fait tous les cas de stress, tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une interface. Voilà. En gros, ça c'est la version rapide. On aura un tout petit peu plus de temps. Maintenant, un point qui est extrêmement important, notre travail va être de co-concevoir une expérience.
Donc, c'est pas donc l'UX designer tout seul, c'est pas nous tout seuls. Et il y a encore plein de métiers. Il y a la recherche. On est là, on sait. Même les devs peuvent influencer mon travail. Même le légal, on en a parlé avec la plateforme de Québec.ca. Le légal va influencer mon travail tout le temps. Le marketing peut influencer mon travail également. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas un travail en solitaire. Et ça va être aussi une des différences avec les copywriters. Souvent, on va leur demander de produire un contenu. Moi, en fait, j'ai des dépendances avec énormément d'autres métiers. Je travaille donc pas seule. Et justement, j'ai utilisé le terme expérience et j'ai pris le métro parce que finalement, ça me permettait quand même de vous passer un certain nombre de messages et de vous expliquer ce que je fais. Mais en fait, l'idée c'est aussi une des différences avec un copywriter d'ailleurs, c'est qu'on va travailler dans un système qui est clos. Il peut y avoir d'autres produits qui rentrent dans l'expérience, mais je pourrais prendre l'exemple de Disney. Vous rentrez dans Disney, on va vous raconter une histoire, on va vous emmener dans différentes directions dans le parc d'attractions. C'est également un système qui est clos et que j'aurais pu prendre en exemple à la place du métro de Montréal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit que je parlais vite. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre qui évolue dans l'expérience. Et donc là, je vais parler usagers pour éviter utilisateurs, utilisatrices, et parce qu'on a bien des usagers dans le métro, donc je reste inclusive. Et vraiment, c'est hyper important, même pour nous, parce que je sais, on m'a déjà dit, mais t'as pas besoin de recherche, t'écris juste des textes. Non, j'ai besoin de recherche précisément parce que c'est ce qui va... en fait, c'est pour éviter la chaise vide et essayer de rédiger des copies qui semblent peut-être pertinentes ou claires et qui peuvent me sembler claires. Des fois, vous reconnaissez le métro ou pas? Maintenant, je ne suis plus à Paris ou quasiment plus, donc je suis chez vous. Mais en tout cas, concrètement, je peux rédiger des éléments d'expérience et qui peuvent être le plus clair possible, peut-être pour moi. Ça ne veut pas dire qu'au final, ça le sera vraiment quand on fait des tests. Quand on fait des tests, c'est le crash test. 3/4 du temps, j'arrive à trouver des choses que je n'avais pas vues et qui sont véritablement problématiques. Et donc, vraiment, l'intérêt, ça va être d'essayer de comprendre... En fait, nous, c'est d'essayer de comprendre nos usagers, mais ce qui est très, très, très important, c'est de comprendre leurs modèles mentaux, c'est de comprendre vraiment leur point de douleur dans l'expérience, c'est de comprendre ce qui va les motiver, et c'est précisément ce qu'on va utiliser en fait dans nos copies. Il y a une autre chose qui est importante, je dis tout le temps, le héros de l'histoire, ce n'est pas nous, en fait nous ne sommes qu'un guide qui va accompagner la personne pas à pas jusqu'à la direction où elle souhaite aller. Nous sommes juste guides. Et en fait, on va essayer de plutôt apporter des bénéfices, montrer les choses, donner des exemples, les aider à se projeter. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de connaître nos utilisateurs. Mais ce qui est intéressant, si je garde mon exemple du métro, c'est que vous avez des gens qui vont utiliser le métro tous les jours pour aller travailler. Certainement, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, j'imagine que vous l'utilisez beaucoup plus que moi. Vous allez avoir des gens comme moi qui viennent et qui sont touristes, qui vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'aide pour avancer dans ce système qui est très différent, pas complètement différent, mais quand même différent du mien, parce qu'on on aura un système avec d'autres codes, d'autres règles, d'autres indications. Voilà, tout ça c'est important puisque on peut se perdre en tout cas. Donc voilà. Et on peut avoir d'autres personnes comme des personnes en situation de handicap. C'est l'exemple que j'utilise après. Mais on peut avoir des personnes en situation de handicap qui, et c'est hyper important, souvent les personnes en situation de handicap, pas souvent d'ailleurs, tout le temps, elles vont faire énormément de recherches avant pour pouvoir utiliser le système pour se préparer. Donc, si vous avez une personne malvoyante ou non-voyante, souvent, elle va déjà aller sur le site, faire de la recherche, se dire où est-ce que je peux trouver une station, peut-être avec un ascenseur, peut-être, si la personne est en fauteuil roulant, elle va sûrement chercher un ascenseur, sinon elle ne prendra pas le métro. Voilà, donc il y aura beaucoup, beaucoup plus de préparation pour certaines personnes. Et l'objectif pour nous, c'est d'identifier ça
et d'identifier comment on va les aider, grâce à l'information, à résoudre leurs problèmes, leur donner les bonnes instructions, les aider à aller dans la bonne direction. Voilà. Et donc, point numéro 3, nous allons aider nos usagers à répondre à leurs besoins ou à leurs problèmes. Et donc j'ai pris, je vous l'ai déjà dit, j'ai pris un cas, j'ai pris les personnes en situation de handicap. Je trouvais que c'était plus intéressant et peut-être un peu plus de challenge en prenant ce cas. J'ai cherché, parce que j'ai dit on est à Montréal, donc j'ai essayé de m'adapter. Et j'ai vu en fait que la majorité, il y a plein de stations à Montréal qui ne sont pas accessibles. Donc il y en a quelques-unes qui le seront. Il y a un projet, donc il y a 30 stations qui auront des ascenseurs et qui seront plus accessibles en 2050. Peut-être que je vous apprends quelque chose. Ce serait bien. Mais donc 2050, ça veut dire que la majorité des stations ne sont pas accessibles et que pour un certain nombre de personnes en fauteuil ou dans d'autres contextes, ça va être problématique. Donc par exemple, si je travaillais pour des personnes, pour améliorer le service pour des personnes en situation de handicap et éventuellement des personnes qui seraient en fauteuil, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir toutes les informations en amont. Et ces informations vont me permettre de commencer à donner des indications à l'utilisateur ou à l'usager, juste pour l'aider à, en tout cas, réaliser, là, juste voyager, en l'occurrence. Et j'ai pris un deuxième exemple, c'est Toronto, qui manifestement est un meilleur élève que Montréal, désolé. Et en fait, tout ce qui est en bleu est déjà accessible. Donc, bon, voilà. Et malgré tout, ils ont fait une carte qui est inaccessible, puisque, si vous connaissez la question, les personnes daltoniennes, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est OpenStreetMap, mais la carte n'est pas très accessible. Donc, j'ai juste rajouté des éléments pour que vous voyez les endroits où il n'y a pas où c'est pas accessible. Mais en gros, malgré tout, ils ont fait le travail de l'accessibilité, ce qui est, comme j'ai dit, hyper important, mais qui va aussi, moi, en tant que content designer, m'aider à donner les bonnes instructions, les inviter à aller plutôt vers telle station plutôt que telle autre. Voilà. Et comme j'ai fait mon exercice jusqu'au bout, je me suis dit, écoutons des personnes à Montréal en situation de handicap, et peut-être, vous pouvez la lancer, la vidéo. Et on va voir ce qu'on apprend. C'est pas très long. Atteinte d'un polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune qui atteint les articulations. Quand je m'assis dans les sièges prioritaires, c'est arrivé qu'il y a un monsieur qui me dise « Peux-tu te lever? Moi, j'ai de l'arthrite. » Moi, ça paraît pas comme maladie, puis je suis toute jeune, puis j'ai l'air en pleine forme. Moi, j'ai besoin du siège prioritaire pour deux choses. Premièrement, puisque les gens ne me voient pas, souvent, je suis accrochée. Quand il y a une foule, c'est un peu comme n'importe qui. Si tu te mets à genoux dans une foule, tu te sens compressé, tu te sens pas bien, tu ne respires pas. C'est sûr que quand le métro il est vraiment plein, j'aime mieux m'asseoir pour justement avoir ma bulle à moi. Quand je suis tout seul, c'est drôle à dire, mais c'est comme si j'existais pas. C'est comme si j'étais pas là. C'est toujours à moi de se tasser, de regarder, de faire en pensée. La raison pour que je me déplace en tout temps avec mon chien, c'est parce qu'elle m'aide à gérer mon stress et mes émotions. Ces conditions-là sont dues à mon TSA. Souvent, à cause de l'école, je me déplace à des heures de pointe, ce qui fait que le métro est très surchargé. Et puisqu'on est deux, moi et Copec, mon chien, on prend un peu plus de place. Et il faut que je fasse en sorte de la placer dans le métro, dans le bus, de façon à ce qu'elle ne soit pas dans les jambes, ne dérange pas le monde, et elle puisse quand même être confortable pour la durée du trajet. C'est vraiment une logistique d'essayer de garder l'énergie le plus possible pour là où ça compte, pour qu'après ça, mes réalités de travail ou de maman puissent se passer dans une meilleure circonstance. J'ai un permis de conduire, mais je n'ai pas d'auto. Fait que je prends métro, autobus pour tous mes déplacements, quels qu'ils soient sur l'île de Montréal. Fait que non, pour moi, c'est un transport essentiel pour une métropole comme celle-ci. Il y a beaucoup de gens de petite taille qui ne prennent pas le métro ni l'autobus parce qu'ils ont énormément peur. Pour eux, c'est vraiment comme si c'était une jungle. Et ce que je leur ai toujours dit, c'est qu'il faut l'essayer pour voir. C'est le fun de prendre le transport en commun. C'était ma petite recherche utilisateur, désolée. Je n'ai pas été au bout de l'exercice. Mais la différence entre l'idée qu'on peut se faire des personnes en situation de handicap et le moment où on va leur parler, je pense que vous le savez aussi bien que moi, ça n'a juste rien à voir. Oui, on va créer de l'empathie, c'est bien. Mais surtout,
on va commencer à entendre des choses, on va commencer à voir comment on peut concrètement les aider. On va aussi, pour moi, alors, entendre aussi des mots que je peux réutiliser dans l'expérience. Peut-être si je prends le métro et donc on est dans un train, on va dire, je ne sais plus comment on dit, mais peut-être donner des indications qui pourraient aider certaines personnes. On le fait déjà, on le voit déjà, mais c'est juste que, en tout cas pour des gens comme moi, les entendre, désolée, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, mais les entendre, ça change tout, parce que la première chose que je comprends, c'est leur modèle mental. Je l'ai mentionné tout à l'heure. J'avais travaillé sur un projet, c'était chez Betagouv, donc c'était aussi pour le gouvernement. C'était pour prendre des rendez-vous chez le psy. Il y avait un certain nombre de rendez-vous remboursés, entre guillemets, si vous aviez en tout cas la mutuelle. C'était intéressant parce que moi je suis arrivée, en fait, on avait le droit de tout casser, donc c'était bien. Et souvent, on casse tout, en vrai, si on arrive un peu tard, et si on a le temps, bien sûr. Mais ce qu'ils avaient mis, c'était vous vous sentez déprimé, enfin, des choses qui étaient un peu, en vrai, vous pourriez vous dire, non, enfin, j'ai pas envie qu'on me dise ça, et en fait, c'est pas très accueillant. Je pouvais faire des tests, mais je pouvais pas faire de recherche formellement. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai passé du temps sur les forums, endroits où, généralement, les gens se sentent assez à l'aise pour se raconter, notamment s'ils sont prêts à parler de psy, enfin, en tout cas, de comment ils se ressentent et de santé mentale en ligne. En général, ils sont un tout petit peu plus libres que s'ils parlaient avec moi directement, en vrai, en tout cas sur ce sujet. Enfin, peut-être que j'ai un biais là en disant ça. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un qui disait « je suis déprimé ». J'ai vu des gens qui me racontaient des moments de leur vie qui étaient compliqués, des gens qui me disaient « voilà, je me scarifie » et qui expliquaient pourquoi et pourquoi. Enfin, la personne le racontait aussi pour éviter que d'autres le fassent. J'ai lu des choses, une femme qui disait que son mari lui disait constamment qu'elle gérait mal la famille, qu'elle gérait mal les enfants. Et en gros, ce que j'entendais, en tout cas, c'était pas je suis déprimée, c'était des moments de vie compliqués. Et là, je prends juste la première phrase parce que l'idée, en fait, c'était que quand les gens arrivent, se disent pas « je ne suis pas là où je dois être ». Donc, la première phrase, en fait, ça a été « vous rencontrez une situation difficile ». Il n'y a rien de... Enfin, en tout cas, il n'y a rien de lourd. C'est la situation qui est compliquée. Et ce que j'ai trouvé, c'était pas, comme je vous dis, c'était pas des mots. C'était du modèle mental. C'était la manière dont les gens vivent les choses. Et je vais avancer un peu. Et donc, tout à l'heure, on parlait, juste avant... Parler handicap situationnel, pas d'accessibilité, effectivement, ça fait des mères de famille avec leurs poussettes qui doivent descendre des marches. Je pense qu'on a tous vu ça, j'ai vu ça à Paris 1000 fois. Voilà. Point numéro 4, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit des systèmes d'information. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je ne le disais pas il y a 2 ans, ce n'était pas la même définition que j'aurais donnée de mon métier, mais aujourd'hui, c'est comme ça, en tout cas, que je me définis. Donc, je conçois des systèmes d'information. Ça veut dire, là, je vous ai pris une carte, mais je vous donnerai des points un peu plus précis. Une carte, c'est déjà la consolidation de plein d'informations. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher de l'information du côté du business, de l'information du côté des utilisateurs, des fois du côté du légal, souvent du côté du légal, parfois du marketing si je suis dans un onboarding, pour savoir comment ils vont positionner le produit. Voilà. Et en fait, à partir de ça, je vais pouvoir formater ma connaissance et commencer à définir est-ce que j'ai besoin de plus de recherche ou est-ce que j'ai déjà les éléments pour m'aider à construire ce que je dois construire. Donc une carte, c'est effectivement aussi une manière de présenter de l'information. Et je vous ai mis celle de Paris qui est plus complexe, on a 1000 fois plus de lignes. On est moins grand, mais on a plus de lignes. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? En fait, souvent, ce que vous regardez quand vous regardez une interface, vous regardez la partie 4, qui est la partie où je passe le moins de temps, c'est le langage, les mots qui seront sur l'interface. En fait, c'est là le problème des gens qui vont me dire « Non mais tiens, j'ai fait des écrans, réécris-moi ça. » Désolé, ce n'est pas mon travail. Ce ne sera toujours pas mon travail. Mon premier travail, ça va être déjà d'aller chercher toute l'information, ce que je vous disais là, et de commencer à la modéliser, d'essayer de la comprendre et de la modéliser. Le deuxième point, ça va être la hiérarchie de l'information.
parce qu'effectivement, à partir de l'information que j'ai trouvée, comment je l'organise, comment j'aide les gens à aller d'une station à une autre si on gardait le métro. Ce qui va être aussi important, c'est comment je commençais à codifier mes composants, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup de design system. Nous, on vient challenger ça en parlant de content design system, où vous auriez une partie purement éditoriale, puisqu'on a des choses qui ne concernent que nous. Voice and tone, oui, mais on a aussi des lexiques, on a énormément d'éléments, des règles sur la localisation, etc. Mais on a aussi plein d'éléments qui vont influencer le composant. Et en fait, c'est important que tous les éléments soient ensemble. La logique du composant, désolé, mais en fait, souvent, elle est chez nous, puisque ça va correspondre à une information qu'on va... Et évidemment, on va jouer avec lui et les couleurs, etc. Mais en fait, c'est l'ensemble... Tout à l'heure, j'ai dit on co-conçoit, donc c'est pas moi toute seule. C'est l'ensemble des éléments qui doivent fonctionner ensemble. Et si vous prenez que la partie UI, en fait, vous manquez plein d'éléments. Et puis après, quand on a fait tout ça dans le projet, en fait, moi, souvent, j'itère au fur et à mesure. J'ai la première version, c'est pas forcément ce que vous verrez à la fin. Et puis, il y a la dernière version. On commence à affiner. En fait, au fur et à mesure, on continue à affiner. Mais en fait, comme je crois tous les autres designers, on fait le même travail en regardant juste d'autres éléments. Point 5. Donc, donner la bonne information au bon moment. Et ça, c'est limite le plus important. Donc, ça, c'était hier. J'essayais de naviguer dans votre métro et il ne fallait pas que je sorte. Donc, j'ai suivi les indications. Et vous voyez juste, c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin de longues phrases. Et c'est vrai que nous, d'ailleurs, on va souvent parler de concision. Là, bon, ok, c'est des indications et des directions, mais on aurait pu avoir aussi plus de termes en termes d'indications. Là, non, en fait. Vous avez union ou la baie, et c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, on va souvent regarder, on va essayer de chercher en tout cas à mettre ce qui est strictement nécessaire. Et puis, il y avait le sortie prioritaire, et moi, ça m'a fait sourire parce qu'on n'a pas ça à Paris. Mais on n'a pas du tout ça à Paris. Souvent, les gens, ils s'agglutinent devant les portes, ils veulent rentrer en premier. Ils ne laissent pas forcément sortir les gens, donc ça m'a fait plaisir quand même. D'ailleurs, je fais une anecdote, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, malgré tout. J'ai pris le bus hier aussi, et j'attendais comme tout le monde, et puis j'allais rentrer, comme on fait à Paris, sûrement. Et puis j'ai vu les gens en train de faire la queue, et je dis « Ah !» Et j'ai demandé à la personne devant moi, je dis « Je dois faire la queue ?» Et il m'a gentiment dit « Allez-y », et je suis rentrée. Mais donc j'apprends, et c'est intéressant et c'est super important en fait de voir que chez vous c'est quelque chose qui est important. Et moi j'ai appris un truc, bon, je ferai pas la queue à Paris, mais en tout cas, c'était intéressant de le voir ici et de voir comment les gens, quand on pose des règles, en fait les suivent et en tout cas et la culture compte en tout cas. Mais voilà. Mais merci pour ce moment où j'étais un peu perdue. C'était Lost in Translation mais dans un autre sens. J'ai bien aimé celui-là. Donc, tout à l'heure, je parlais de contexte. Il y a ce qu'on appelle des stress cases. Et les stress cases, c'est donc tous ces moments, les messages d'erreur, vous allez vous pincer les doigts, vous allez vous faire mal, attention, etc. Et celui-là, donc, c'est interdiction de retenir les portes. Je donne la version française qui est très différente. Donc, je l'ai montré tout à l'heure. Ne monte pas après le signal sonore, tu risques de te faire mal. Donc là, on parle plus aux gens et au fait qu'ils puissent se faire mal. Vous êtes plus, bon, on ne va pas tenir les portes. Donc c'est même problème, tout le solution en tout cas. Et puis après, c'était intéressant aussi de voir que la version parisienne a l'anglais, parce que vous êtes quand même un pays où vous avez plusieurs langues et plein de touristes, mais voilà. Mais c'était intéressant sur le même problème de voir vos deux approches et de voir qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes solutions. Vous connaissez ? Ok, moi je ne connaissais pas. On a des sonneries horribles à Paris. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas le message que je veux passer là, c'est que les informations, ce ne sont pas que des mots. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise le mot content design et pas UX writing. Parce qu'en fait, parfois, je vais faire des recommandations en disant là, ce serait bien d'avoir une infographie, là, ce serait bien d'avoir tel type de message. Là, votre message, il passe par le son, par la lumière aussi, j'imagine. En tout cas, à Paris, il y a la lumière en plus. Mais c'est important, en fait, de penser le fait qu'on va penser l'omnicanalité. Les informations vont passer par différents canaux. Et dans le métro,
elles vont aussi passer par l'audio. On va vous dire, telle station est fermée, il va falloir passer par un autre chemin. Voilà. Et nous, on fait la même chose. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir un chatbot qui rentre sur lequel j'ai travaillé ou quelqu'un d'autre a travaillé, ou un autre parcours. Ou quand j'étais chez Renault, je travaillais sur une app et il y avait la voiture qui était censée quand même être connectée. On ne travaillait pas ensemble. Donc, il a fallu, sur certains parcours, se dire, posons-nous, créons un lexique commun, mettons-nous d'accord pour que en fait, l'expérience, on ne voit pas les silos dans l'expérience, mais précisément qu'elle soit fluide. Voilà. Quelqu'un m'a envoyé Caroline m'a envoyé un texto parce que j'étais dans ma recherche sur le métro Montréal. Elle m'a envoyé ça et c'est intéressant parce que c'est illisible. Tout à l'heure, il y avait le talk tout à l'heure sur, j'ai oublié le nom, mais sur l'éducation, etc. Il y a plein de règles de lisibilité qu'on doit utiliser. Là, on peut faire plus concis et on peut faire largement plus lisible. Après, il y a un enjeu, c'est quand on envoie des SMS, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on porte, il y a des coûts. Et souvent, moins il y a de texte, moins ça coûte cher. Donc, je sais qu'il y a un de mes collègues qui avait fait une étude de cas là-dessus. Ils avaient dû revoir plein de SMS, parce que des fois, il y en avait 2, 3, etc. Tout réduire au strict nécessaire et au plus clair possible pour aussi réduire les coûts. Donc, c'est intéressant. On va porter plein d'enjeux comme ça quand on pense contenu, en tout cas. Mais on peut faire mieux que ça. Et donc, les points à retenir là, c'est identifier vos différents cas d'usage. En fait, plus j'ai de cas en tête, donc pas à la fin, mais plus en fait, je les identifie tôt, plus je peux éventuellement éviter des problèmes dans le parcours, donner les bonnes instructions, ne pas avoir à revoir 100 fois les choses. Et il y a des gens qui peuvent vous aider. Des fois, des fois, on les identifie rapidement, mais des fois, la recherche va nous aider, la data peut nous aider, le SAV peut nous aider, les devs aussi, et plein d'autres métiers, le légal, etc. Plein de gens peuvent nous aider à identifier un maximum de cas. Donc, ce que je disais, créer les messages adaptés au contexte, parce qu'en fonction du contexte, on dira pas la même chose. Et l'omnicanalité, puisqu'évidemment, même dans un parcours, même dans une app, en fait, on a différents canaux qui vont s'entremêler et on doit faire en sorte que tout fonctionne. Et je dis canaux, des fois, c'est des emails. J'ai dû travailler en co-conception avec le CRM sur des mails ou optimiser des choses. On va beaucoup porter ça dans le contenu. Pour moi, il y a la recherche, il y a les tests, et c'est clairement le plus important. Il y a plein de moments où je vois des choses où je pense, en tout cas, je me dis « Ah non, mais ça va être super clair ». Et à la fin, on dit « Ah non, ok, on va revoir la copie ». Donc, comme dans n'importe quelle forme du X, il faut mettre l'ego de côté et se dire « J'y vais pour créer le meilleur produit, le meilleur service ». On s'en fiche. Mais donc, j'ai un exemple de mon expérience, ça c'était hier aussi, de mon expérience à Montréal. Je devais m'arrêter, et heureusement, j'ai déjà eu ce sujet à San Francisco il y a quelques années. J'étais dans le bus et je voulais m'arrêter, et je dis mais comment je fais Et bon, évidemment, comme je l'avais déjà vu hier, je savais, mais la première fois que j'ai vu, je vous promets, j'ai pensé que j'allais louper ma station. Donc tirer la ficelle, donc déjà on nous le dit nulle part, mais c'est un vrai problème. Donc voilà. Je ne sais pas pour vous, apparemment vous avez peut-être l'habitude, mais alors, moi je n'ai pas l'habitude, pardon. Et comme je pense avoir dépassé mon temps, avant de nous dire au revoir, donc j'avais pris ça, donc faites attention à vos sacs. Apparemment c'est un problème très parisien, les gens oublient leurs valises dans le métro, donc ça veut dire qu'on perd 1 heure, etc. en régulation, donc n'oubliez pas vos sacs aujourd'hui, faites bien attention. Et peut-être, je vous pose la question, parmi toutes les personnes qui tout à l'heure disaient, il y a toutes celles qui disaient j'ai déjà entendu content design, UX writing, là maintenant, est-ce que vous pensez avoir compris ce que je fais ou pas trop? Je vous laisse, si vous avez compris, je vous laisse lever la main, sinon, ok, c'est un peu plus que tout à l'heure, mais tout le monde n'a pas compris. Ok. Est-ce qu'il reste du temps pour les questions? Oui, merci. Lise, à l'entour. Merci beaucoup. Je vais prendre la petite manette. Excellent. Merci Gladys pour cette superbe représentation de ton travail, de ce que tu fais. On a un peu de temps pour des questions.
Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour Gladys? Au final, ah oui, on en a une derrière, ici. Sabrina court pour aller chercher le micro. Si vous pouvez relever la main pour savoir qui avait demandé. Merci beaucoup. Bonjour, merci, c'était très intéressant déjà. Moi j'ai une question, est-ce que tu travailles avec des UX designers et si oui, comment? Tout le temps. En fait, je ne peux pas travailler sans UX designer. Tu as dit UX ou UI d'ailleurs? UX. Ok. En fait, on est un binôme. Et l'idée, c'est qu'on travaille vraiment main dans la main. Je ne travaille jamais sans UX. Là, je sais qu'il y a un projet sur lequel je travaille. La personne avait... en fait, ils m'ont appelé en renfort en disant « ce serait bien quand même que tu viennes ». Donc, il a déjà tout fait. Mais je sais que là, je suis en train de casser plein de trucs. Mais il le sait. et en fait, on va se revoir un peu plus tard pour justement consolider, se mettre d'accord sur des choses. Mais en vrai, moi, je valide déjà avec mes commanditaires. Là, c'est pour le ministère. Mais sinon, c'est vraiment des binômes. Et la meilleure manière de travailler, c'est de se mettre des temps. Alors, il y a deux manières. Soit on le fait en asynchrone, mais il y a toujours des temps où il faut des points d'étape où il faut qu'on se parle. Parce qu'en fait, on peut aller dans des directions très, très, très différentes. Et si on n'a pas la même vision, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pas, moi, je trouve que, pour moi, en tout cas, c'est pas la meilleure manière de collaborer. Moi, j'aime bien quand on bloque 1 heure, 2 heures, on se pose, on se met d'accord, on fait vraiment toutes les étapes, on réfléchit ensemble. Et d'ailleurs, un point, en tout cas, pour moi, qui est important, c'est bien de faire des wireframes papier, parce qu'au moins, tout le monde est sur le même niveau, avant d'arriver sur les écrans, sachant que à chaque fois qu'on passe une étape, l'autre a itéré en vrai. Donc si on arrive dans des écrans qui sont faits, on rentre dans le modèle mental de quelqu'un. Et parfois, ça ne marche pas. Et c'est très compliqué après de demander à l'autre, de dire à l'autre, ouais, il y a un problème. Donc c'est mieux d'avoir vraiment des ateliers. Et c'est pour ça que je dis le papier, parce qu'en fait, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Parce que oui, je travaille dans Figma, mais je fais du pixel imperfect. Donc si vous me demandez à moi d'aller faire la première version, sincèrement, c'est ni fait ni à faire. En tout cas, ce ne sera pas terrible. Mais par contre, sur le papier, des fois, on n'a pas du tout la même vision. Et moi, je vais raconter une histoire quand l'autre va être plus dans je sais pas, en tout cas, avoir une autre vision, en tout cas pas la mienne. Et en fait, on va s'accorder et se dire « Ah, ok, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant ». Et puis après, quand on a validé ça, on passe dans Figma. Et là, je suis arrivée direct dans Figma, mais il y a la recherche en amont. Et déjà, même la recherche, des fois, on ne fait pas les mêmes recherches. Donc, c'est important, en fait, à toutes les étapes de la recherche, je disais, wireframe papier, d'abord, c'est vraiment mieux. Après, on rentre là. Et après, comme je dis, des fois, on a des sessions, des fois, on travaille en asynchrone. Moi, un truc aussi qui est important, c'est on gère quand même des égos tout le temps, mais ils gèrent aussi sûrement le nôtre. Moi, je sais que quand je copie toujours la version initiale, et d'ailleurs, on documente, moi, j'essaie toujours de garder les versions, et je garde, même si l'autre a fait la première version Figma, je vais la copier, je vais refaire mes versions, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vais changer des choses, en fait, je vais vraiment essayer de documenter ma réflexion et expliquer pourquoi, et après, on discute. Mais vraiment, c'est vraiment tout main dans la main, et on avance 1000 fois plus vite, et on fait des expériences qui sont beaucoup plus solides, en fait. Merci beaucoup. La stratégie d'écriture, de sprint d'écriture que C'est dans mon sac. Ouais, en fait, j'ai une tablette. Alors déjà, je suis TDAH, donc vous avez vu, je parle vite. Je sais qu'il y en a plein ici qui parlent vite aussi, n'est-ce pas? Je pense à des personnes ici. Mais en gros, oui. En fait, je fais NaNoWriMo ce mois-ci puisque je fais la 2e édition de mon livre où je vais parler comme ça jeudi et après je reviendrai sur l'outil. Mais où en gros, en 2 ans, il s'est passé plein de choses. On est passé de souvent, moi j'étais souvent toute seule, ça m'arrive encore beaucoup, à des vraies équipes avec des équipes beaucoup plus structurées. On n'a plus les mêmes problèmes qu'avant. Donc mon livre, la 2e version, il y aura plus de choses là-dessus sur comment on passe à une équipe, comment on fait ce que j'ai dit là, on commence à créer plus de documentation, on commence à modéliser nos schémas, on fait beaucoup plus de hiérarchie de l'information. Et puis il y avait un point qui était intéressant, j'arrive. Il y avait un point qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de la relation product design, content design. Mais en fait, en vérité, oui, bien sûr, c'est le
on va dire c'est la relation la plus, pas importante, mais en tout cas celle avec j'ai le plus de relations avec les product designers ou les UX designers. Mais en fait, notre métier, on crée plein de ponts avec tous les métiers du contenu, où souvent, par exemple, le légal, on me disait tout le temps « Non, mais on n'y arrive pas, ça ne marche pas. » En fait, c'est vrai qu'en les faisant venir plus tôt, souvent, ça marche mieux. Et en fait, on va gérer plein de nouvelles relations, on va créer plein de nouveaux ponts. Et donc, j'ai écrit la 2e édition de mon livre. Mais c'est vrai que comme j'ai un trouble du déficit de l'attention, j'ai besoin de me concentrer, j'aime bien les compétitions, j'aime bien les challenges. Donc, je me suis inscrite tout le mois de novembre à NaNoWriMo, peut-être vous connaissez. Donc, tout le mois, on doit écrire 50 000 signes. Donc, je dois écrire 1667 mots par jour. J'essaie d'en écrire un peu plus. Et voilà. Et en gros, j'ai une espèce de tablette. Je travaille sur un cours sur l'accessibilité avec un ami qui est malvoyant. Et il me dit, en fait, c'est ta tablette, c'est ton... En gros, il y a un écran, mais c'est juste pour voir mon texte. C'est comme une machine à écrire, en gros. Et j'en ai 2. J'en ai une grande qui est comme une machine à écrire, qui envoie tout mon texte en ligne, mais je ne peux pas naviguer sur Internet. Et j'en ai une, c'est ma tablette pour voyager. Et en fait, c'est un tout petit truc. Je crois que vous disiez que c'était comme je ne sais plus quel jeu, mais c'est comme un jeu vidéo. Mais en gros, je tape et ça m'envoie tout mon texte et j'écris 2 fois plus que devant un ordinateur parce que j'ai pas de distraction. Ça s'appelle free write. Il n'y a pas de distraction. On peut très peu corriger. Donc en fait, on fait du premier jet. En fait, je ne peux pas me dire « Ah, mais non, j'aime pas ce mot, je revois mon paragraphe » et tout ça. Ce que j'ai fait beaucoup, souvent. Je ne peux plus faire ça. Je développe ma pensée, ça m'amène plein de nouvelles connexions. Et après, je retravaille mes textes, mais dans un 2e temps. Donc ça, c'était la réponse pas rapide, mais c'était la réponse. Merci beaucoup pour ça. Merci. Merci. Merci Gladys pour ton intervention.